Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Philippe Montravert, expert des infections intra-abdominales, pour nous parler des nouveautés dans le cadre de la pancréatite aiguë grave. Merci professeur Montravert d'avoir accepté notre invitation et je commence tout de suite par une première question. Quels sont en 2025 les critères d'admission en réanimation des patients atteints de pancréatite aiguë ? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et merci pour aborder le thème des pancréatites aiguës. Donc je suis tout à fait ravi et flatté d'être avec vous aujourd'hui sur ce thème. Pour replacer le débat, je vous rappelle premièrement qu'il y a une recommandation formalisée d'experts de l'ASFAR en 2021-22 abordant le problème des pancréatites aiguës graves. Deuxième élément, il y a à peu près chaque année 3 à 4 000 publications sur le thème, même si ce ne sont pas toujours des articles qui vont résolument modifier notre pratique. En ce qui concerne donc les critères d'admission en réanimation, ce point avait été abordé par la RFE et mentionné à l'époque, et je dois noter qu'il n'y a pas de modification flagrante de ces recommandations et d'articles qui auraient été déterminants. Donc les critères d'admission reposent sur des évidences. Premièrement, un patient qui a une pancréatite et qui a une défaillance d'organes qui nécessite d'être pris en charge en réanimation ne pose pas débat et doit être pris comme tel. Deuxième élément, il y a une liste de critères et de scores qui ont été présentés dans la RFE et qui sont, on va dire, un bouquet de recommandations ou un bouquet de critères qui peuvent conduire à l'admission en réanimation, mais qui font la plupart du temps l'objet d'une discussion entre les différents intervenants et les différentes spécialités impliquées dans la gestion de ces patients. Alors, si on prend par ordre, il y a d'abord des comorbidités, les patients très âgés, les patients porteurs de comorbidités cardiaques, respiratoires, rénales, qui seraient au stade de pratiquement la suppléance et qui basculeraient dans une défaillance d'organes à ce stade-là. Il y a également les patients très obèses qui sont à risque de complications. Donc ça, c'est, on va dire, les comorbidités. Ensuite, il y a un certain nombre de critères clinico-biologiques qui ont été résumés à de multiples reprises sous forme de scores. Donc vous connaissez le score de Ranson, qui est maintenant pas loin d'être quadragénaire et qui est relativement solide pour identifier des patients à risque de complications. Il y a d'autres scores qui ont été développés, tels que le score BISAP, Bedside Index of Severity of Acute Pancreatitis, qui est un score qui est basé sur des critères cliniques, d'âge, radiologique avec des épanchements pleuraux et puis des éléments biologiques. Et pour un score supérieur ou égal à 2 critères, le patient est à risque et donc mériterait d'être admis en réanimation. On a les scores généralistes de type Apache ou IGS-2, sur lesquels il n'y a pas de score frontière qui ait été défini. Et puis après, il y a un certain nombre d'autres critères qui ont été définis, tels le score de Marshall. Et puis enfin, dernier élément, il y a des critères radiologiques avec entre autres les critères de sévérité de la pancréatite, le score de Balthazar qui est relativement célèbre pour ça, avec la gradation de A jusqu'à E, pancréas normal en A, E avec des coulées multiples, témoignant possiblement dès le départ d'une surinfection, et puis des scores qui font état de la sévérité, de la dissémination de l'infection. Et au total, en règle générale, c'est une question de bon sens qui repose sur un peu de critères cliniques, un peu de score, et puis vous pouvez rajouter un soupçon de biologie avec par exemple la C-réactive protéine, qui, quand elle est très élevée, est un critère de mauvais pronostic dans les 72 premières heures après l'admission, ou bien d'autres éléments qui seraient le reflet d'une défaillance d'organes ou d'une altération d'une souffrance tissulaire, avec par exemple l'urée sanguine qui serait élevée, l'hématocrit témoin d'une déshydratation, ou bien d'autres signes tels qu'une hyperlactatémie qui serait le stigmate d'une mauvaise circulation avec un métabolisme anaérobie. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que vous pourriez nous résumer maintenant rapidement quels sont les éléments indispensables du traitement ?
Le traitement, c'est un patient de réanimation digestive qui a une pathologie aiguë. Et au bout du compte, ces patients n'ont pas fondamentalement de grandes différences par rapport à ceux dont on a l'habitude dans le cas d'une prise en charge, soit périopératoire, soit dans le cas d'une chirurgie en urgence. Le seul élément on va dire, qui est un peu spécifique des pancréatites, c'est le risque d'une hyperpression intra-abdominale. Donc, je vous rappelle que cette hyperpression intra-abdominale, elle est liée à l'inflammation pancréatique, à la réaction inflammatoire qui va conduire à un œdème abdominal, viscéral, rétropéritonéal, des collections liquidiennes, de l'acide. Et donc, dans un premier temps, ça va engendrer de l'hypovolémie chez ce patient, qui va nous conduire à un remplissage, et donc on a un premier cercle vicieux qui s'instaure. Et puis, à la suite de ce remplissage et de l'œdème qui va se poursuivre, on va avoir l'apparition de d'autres éléments qui vont continuer à aggraver la situation, avec une augmentation de la pression intra-abdominale, une réduction du retour veineux par une compression de la veine cave, une réduction du débit cardiaque. Tout ceci dans le cadre d'une réduction de la compliance abdominale, et ceci va générer une hypoperfusion tissulaire qui va elle-même conduire à un accroissement de l'œdème et de l'ischémie digestive, une réduction de la perfusion des différents organes dans l'espace abdominal, et puis au bout du compte, dans les tableaux les plus graves, d'une ischémie mésentérique aiguë, d'une insuffisance rénale aiguë, d'une détresse respiratoire, d'un état de choc, voire même d'une ischémie cérébrale. Pour monitorer ces tableaux d'hyperpression intra-abdominale, qui sont très fréquents et qui sont d'autant plus fréquents que le remplissage a été abondant, la meilleure solution est de réaliser un monitorage par la mesure de la pression intravésicale, qui est une technique maintenant bien connue, qui a été détaillée dans le cadre d'une recommandation d'experts qui a été publiée il y a de ça maintenant une dizaine d'années. La pression normale d'un patient de réanimation intra-abdominale et intravésicale est de l'ordre de 5 à 7 mm de mercure. Et plus la pression va augmenter, plus l'hyperpression intra-abdominale va devenir menaçante, avec une barrière aux alentours de 20 mm de mercure, dans lequel on arrive cette fois-ci à un tableau de ce qu'on appelle le syndrome du compartiment abdominal, qui est une véritable urgence et pour lequel il est absolument indispensable de réfléchir aux meilleures techniques pour améliorer ce syndrome du compartiment, mais qui souvent va nécessiter l'avis du chirurgien pour un tableau de décompression chirurgicale. Et le point important dans cette pathologie, c'est que si on manque le diagnostic rapide, le patient le payera de sa vie puisqu'il y a des surmortalités qui peuvent dans certaines séries être rapportées jusqu'à 90%. Pour le reste, en ce qui concerne le remplissage, la ventilation, le traitement des défaillances, ce sont des patients tout à fait conventionnels et on pourrait dire comme un patient de chirurgie digestive. Merci. Alors, faut-il introduire une antibiothérapie ou une antibioprophylaxie chez ces patients ? Le problème de l'antibioprophylaxie est un débat qui existe depuis maintenant à peu près une cinquantaine d'années. Initialement, dans des vieux papiers des années 1970, un certain nombre d'auteurs n'avaient pas résisté à la tentation de donner des antibiotiques en prévention d'une surinfection de la nécrose pancréatique, puisque ces antibiotiques avaient comme objet de viser des germes de la flore digestive. Cette surinfection pancréatique survenant la plupart du temps à l'occasion d'une translocation bactérienne. Dans le cadre particulier de la prophylaxie, de très très nombreuses études ont été menées au cours des 40 dernières années, avec des études qui pour la plupart étaient méthodologiquement douteuses, voire mal conduites, et les études les plus récentes randomisées en double insu contre placebo n'ont jamais réussi à montrer de bénéfices aux prophylaxies, que ce soit en termes de mortalité, de survenue d'infections de coulées de nécrose, de survenue d'infections extra-pancréatiques et même sur les pneumonies. Donc ce qui fait que les recommandations de 2021-22 françaises et les autres recommandations internationales sont maintenant à peu près toutes d'accord pour dire que la prophylaxie n'est pas une bonne idée. Pour le reste, il peut être absolument indispensable de donner des antibiotiques et il n'est pas question d'interdire les antibiotiques à ces patients. Les motifs sont nombreux.
Au premier chef, ça peut être naturellement une pathologie, un sepsis abdominal, et pratiquement la moitié des patients qui arrivent en réanimation pour une pancréatite ont un tableau soit de sepsis, soit de choc septique. Un certain nombre de patients ont des pneumopathies sévères qui nécessitent un traitement anti-infectieux immédiat. Et donc ça veut dire que dès le départ, on peut avoir des patients qui nécessitent un traitement antibiotique. Et puis secondairement, car la surinfection de la nécrose pancréatique, elle est souvent un peu plus tardive. Secondairement, un certain nombre de patients vont développer des tableaux de sepsis abdominal ou bien de choc septique à point de départ de la nécrose pancréatique qui vont eux aussi nécessiter des traitements anti-infectieux. Et naturellement, les traitements anti-infectieux dans le cadre de la surinfection de nécrose doivent être ciblés préférentiellement sur des germes digestifs, autrement dit des germes à gram négatif, de type entérobactéries, éventuellement de type pseudomonas, des levures assez régulièrement. Et puis enfin, on retrouve dans la flore digestive et donc dans ces prélèvements un certain nombre de cocci à gram positifs qui peuvent être des entérocoques ou des streptocoques le plus souvent. Merci beaucoup pour cette réponse complète sur l'absence d'antibioprophylaxie et l'antibiothérapie éventuellement. Quelle est maintenant la place de la radiologie interventionnelle ? Plutôt que de ne parler que de la radiologie interventionnelle, il faut probablement parler des techniques interventionnelles. Initialement, depuis maintenant de nombreuses années, on fait appel aux radiologues pour leur expertise dans les drainages percutanés et leur possibilité d'accéder à des zones rétropéritonéales qui ne sont pas accessibles aux gestes chirurgicaux. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, les gastro-entérologues ont également développé des techniques de débridement rétropéritonéal, vidéo-assistée et de nécrosectomie transgastrique endoscopique. Ces techniques permettent, grâce au fibroscope, grâce à des pinces à prélèvement, de pouvoir franchir la paroi postérieure gastrique, d'arriver dans l'arrière-cavité des épiplombs et de pouvoir être directement au contact du pancréas et des zones de nécrose de manière à établir des nécrosectomies avec comme zone de drainage directement le contenu gastrique et donc de pouvoir réaliser des drainages endoscopiques transmuraux, éventuellement aidés avec la mise en place de stents qui sont déployables et qui permettent de réaliser d'authentiques pertuis entre l'estomac et les zones rétropéritonéales. Et ainsi, avec la combinaison de ces techniques radiologiques d'un côté, endoscopiques de l'autre côté, on peut se permettre de réaliser de nombreux drainages qui sont maintenant beaucoup plus simples que les traitements, on va dire, historiques chirurgicaux simples que l'on avait dans le siècle précédent. Et donc le drainage endoscopique est devenu la première approche, soit endoscopique pur, soit combiné avec le drainage radiologique percutané, et la chirurgie n'a plus sa place que soit en cas d'impossibilité de ces gestes interventionnels, soit en cas de complications, les complications pouvant être des complications de type hémorragie, de type perforation digestive, qui surviennent indépendamment des drainages endoscopiques et radiologiques, ou bien en cas d'urgence vitale grave sur lequel la vie du patient est en danger, choc septique, choc hémorragique, perforation digestive grave, ischémie mésentérique, sur lequel seule la chirurgie pourra permettre potentiellement d'améliorer la situation. Merci beaucoup, professeur, pour cette vision, cette vue un peu globale de la prise en charge des patients atteints de pancréatite aiguë en réanimation. Je vous pose une dernière question pour terminer. Pouvez-vous nous résumer quel est le pronostic des patients atteints de pancréatite en 2025 ? Alors le pronostic, on va dire, immédiat est devenu, grâce au développement, entre autres, comme je viens de le signaler, de techniques endoscopiques et percutanées, est devenu bien meilleur, parce que beaucoup moins agressif que la chirurgie isolée telle qu'on la connaissait auparavant. Et donc on peut raisonnablement imaginer que même dans les formes les plus graves, on ait actuellement une mortalité de l'ordre de 20 à 30%. Par contre, ce qui est nouveau, ce sont quelques données de la littérature, c'est encore très fragmentaire, qui évaluent le pronostic à long terme de ces pancréatites. On a actuellement 2 publications, une écossaise, l'autre finlandaise, qui analysent sur du long terme le devenir de ces patients admis en réanimation pour pancréatite. La première étude écossaise, elle a concerné 1400 patients
atteints de pancréatite aiguë sévère admis en réanimation, avec 29% de décès à 6 ans, autrement dit un score déjà lourd, une morbidité post-pancréatite avec beaucoup de comorbidités, 10 fois plus de diabète qu'une population générale, 9 fois plus de pathologie rénale, 5 fois plus de pathologie hépatique et ulcéreuse, 3 fois plus d'insuffisance cardiaque et d'infarctus. Et les patients qui décédaient dans cette cohorte décédaient de causes cardiovasculaires pour un tiers, diabétiques et métaboliques et digestives pour 25%, des cancers pour 27%, des causes respiratoires. Dans la deuxième cohorte finlandaise, qui cette fois-ci a étudié une cohorte de 350 patients issus de l'université d'Helsinki pendant une période de 15 ans, les patients avaient une cause de pancréatite très majoritairement, on est en Finlande, donc une pancréatite essentiellement alcoolique. Les patients avaient en moyenne 26% de décès à l'occasion de leur hospitalisation en réanimation. Et parmi les survivants, ceux qui ont été analysés à 10 ans donnaient des résultats extrêmement impressionnants. Les patients de plus de 70 ans étaient tous décédés sauf un. Les patients qui avaient plus de 60 ans n'étaient survivants que dans moins de 30% des cas. Et seuls les plus jeunes, les moins de 60 ans, avaient encore 70% de survie. Et sans surprise, les patients qui continuaient à consommer de l'alcool et qui avaient une hépatopathie chronique décédaient 12 fois plus que les autres. Et la deuxième cause de décès était dans cette cohorte de cause cardiaque ou éventuellement de cancer. Tout ça pour dire que malheureusement, même si on a l'impression d'avoir réalisé notre mission en aidant et en tirant d'affaire les patients avec des pancréatites, on est très très loin du compte et il y a probablement beaucoup de travail à faire dans les années qui viennent pour essayer d'améliorer les conditions à long terme de ces patients. Merci beaucoup, professeur Montravert, pour votre éclairage sur cette question d'importance majeure en réanimation. Merci à tous nos auditeurs pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. À très bientôt.